Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous. Vous êtes venus nombreux écouter Olivier Saillard, le directeur du Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris, et vous avez eu bien raison. Tel que vous me voyez là, je n'ai l'air de rien, mais je suis assise à côté d'une encyclopédie vivante de l'histoire de la mode et du costume. Une véritable star du milieu. Oui, et donc je n'emmène pas large, car Olivier Saillard est à la fois un intellectuel, un écrivain, un poète, un acteur, un performeur et un curateur, une véritable boule à facettes qui va éclairer notre soirée pendant près d'une heure. Il se trouve qu'en ce moment à Paris, on peut voir non pas une, non pas deux, mais 3 expositions dont vous êtes le commissaire, Olivier Saillard. Celle qui se tient dans nos murs, Yves Saint-Laurent en 1971, la collection du Scandale, celle que vous consacrez à Jeanne Lanvin au Palais Galliera, et celle qui se tient au musée de l'immigration de la Porte Dorée, une fashion mix que vous avez imaginée hors les murs et qui montre ce que la mode française doit aux créateurs venus d'ailleurs, notamment des créateurs issus de l'immigration, mais pas que. Alors permettez-moi, Olivier Saillard, de commencer votre biographie rapide par une légende. On dit qu'enfant, vous alliez somnoler dans les vêtements de votre mère et vos 4 sœurs qu'ils avaient abandonnés dans le grenier de la maison familiale à Pontarlier. Je ne vous demande pas de répondre puisque c'est une légende. Gardons-lui son caractère et poursuivons. C'est vrai? Bon. C'est pas qu'une légende. Donc à 12 ans, toujours dans le grenier de vos parents, les habits ne vous suffisent plus, la lecture des magazines non plus, des romans n'en parlons pas. Tout ça finit par vous ennuyer et c'est de cette lutte contre l'ennui que naît votre premier magazine de mode qui a pour titre Le Grand Couturier. Vous dessinez alors vous-même les collections et vous écrivez tous les textes qui les accompagnent, car pour vous, trouver les mots pour décrire une collection, cela compte autant que de la concevoir. On le voit, la mode n'est pas pour vous un hobby, un passe-temps, une marotte, c'est l'affaire de votre vie. Il n'y a là rien de frivole ou de superficiel. La mode, c'est bien plus qu'être à la mode. Vous grandissez avec 2 certitudes, celle transmise par votre père, on fait tout avec rien, et celle transmise par votre mère, la culture a plus de saveur qu'un porte-monnaie. Après des études secondaires qu'on imagine brillantes, vous étudiez l'histoire de l'art, et quand il s'agit de faire votre service militaire, vous refusez de porter les armes. Est-ce encore une légende? Ou vous êtes bien le premier objecteur de conscience à purger sa peine dans un musée de mode, celui des arts décoratifs à Paris? Je crois qu'il n'y en a plus après. Voilà. Alors, je ne vous demanderai pas comment ça s'est fait, cela nous éloignerait trop de notre sujet, mais un petit saut dans le temps, et vous voilà au musée de la mode de la ville de Marseille, où vous vous faites remarquer en faisant entrer le fond de sous-vêtements de Jean-Claude Gitroix. Ça, c'est faux. C'est faux? Ouais. Je ne sais pas d'où ça sort. Il y a un article, mais c'est faux. Ah bon? D'abord parce que je pense que Jean-Claude Gitroix n'a jamais fait de sous-vêtements. Et c'est quoi? Ça aurait été difficile. Alors de qui? Et ce n'était pas des sous-vêtements de Jean-Claude Gitroix. Je me suis dit, Jean-Claude Gitroix a-t-il 300 slips en cuir siglé? C'est vrai que j'avais fait entrer des sous-vêtements de créateurs à travers une donation qui était d'un garçon qui s'appelait Cornelio Cel Sanchez, qui était décédé et qui était lui-même créateur. Donc je pense qu'il y a eu des raccourcis, mais ce n'est pas des sous-vêtements de Jean-Claude Gitroix. Si quelqu'un connaît Jean-Claude Gitroix, qu'il me pardonne de faire courir ce bruit impudique. Sûrement pas. En plus, voilà. Grande information ce soir. Voilà. C'est la chose la plus sensée. Donc, on ne va pas citer toutes les expositions que vous avez faites à Marseille ou au Musée des Arts Décoratifs à Paris et ailleurs. Il y a des dessins de Christian Lacroix. Pourquoi je ne suis pas entendue quand je dis de fermer les téléphones? Si, vous êtes entendu. Donc, il y a eu les dessins de Christian Lacroix pour le théâtre, les costumes de Jean-Paul Gaultier pour la danse, une exposition sur la relation d'Andy Warhol avec la mode, chacune de ces expositions suscitant à chaque fois la surprise, souvent l'admiration. Et puis en 2010, vous prenez la direction de ce qu'on appelait alors le musée Galliera, un tournant dans votre vie, une consécration peut-être, je ne sais pas, et vous imprimez très vite votre marque avec l'exposition en 2011, Madame Gray, la couture à l'œuvre, que vous créez non pas à Galliera qui était en travaux, mais au musée Bourdelle à Paris.
Alors ceux qui n'y sont pas allés ont eu tort. Les robes sculptures en jersey de soie de Madame Gray réveillaient les sculptures en pierre d'Émile-Antoine Bourdelle, dont on saisissait alors toute la dimension érotique, et c'était vraiment superbe. Depuis, on ne vous refuse rien, Olivier Saillard, même Rei Kawakubo, mais non. Et comme les garçons qui boycottent toutes les expositions vous donnent alors son accord pour mettre en scène une de ses collections. Et vous, Olivier Saillard, vous ne vous refusez plus rien, puisque, après ces différents succès, vous vous lancez dans la performance en compagnie de top modèles et d'actrices. Ainsi, vous dirigez en 2012 Tilda Swinton pour le plus bel happening de mode, Impossible Wardrobe, la garde-robe impossible, où, en gants blancs, elle promenait au palais de Tokyo devant un parterre ébahi des vêtements historiques puisés dans les réserves de Galliera, des vêtements portés par Marie-Antoinette, Napoléon, Bonaparte, Elsa Schiaparelli. Bon, c'était spirituel, surprenant, poétique et vraiment très très émouvant. D'autres performances avec Tilda Swinton suivront et d'autres sont en cours d'écriture, notamment avec Isabelle Huppert, qui est l'arrière-petite-fille de Marthe Bertrand, laquelle a fondé en 1895 avec ses 3 sœurs, Marie, Régina et Joséphine, la célèbre maison dite des Sœurs Cano. Vous rêvez d'un musée vivant de la mode où la danse pourrait s'emparer des vêtements pour les animer. Et puis quoi encore, Olivier Saillard? Je n'ai pas encore parlé des ouvrages que vous avez publiés, ils sont nombreux. Je m'attarderai sur celui que vous avez écrit en 2009, Histoire idéale de la mode contemporaine aux éditions textuelles, et dans lequel vous avez recensé et analysé les plus grands défilés de mode de 1970 à nos jours. Vous commencez par le défilé d'Yves Saint-Laurent, la collection 71, celle que vous exposez ici, la collection Scandale. Pourquoi? Lorsqu'on m'avait demandé de faire cette histoire, on m'entend, ça va? Est-ce qu'on entend à l'arrière? Il me semble que c'est moins, non? C'est juste. En fait, lorsqu'on m'a demandé d'écrire cette histoire que j'ai souhaité idéale de la mode, parce que je pense qu'il y a plusieurs histoires de la mode, j'avais souhaité en effet ouvrir la période contemporaine sur 1971. C'est pas facile, en fait, toutes les questions qu'on s'est posées dans l'art, dans la peinture, dans la sculpture, dans l'architecture, on ne se les est pas posées dans la mode. Quand est-ce que commence la période moderne dans la mode et quand est-ce qu'elle se termine? Quand est-ce qu'il y a un âge classique et quand est-ce que cela prend fin? Quand est-ce qu'il y a une période contemporaine? Alors on a plusieurs fois mis des dates en valeur comme 47 Dior, la bombe Courrèges. Puis après ça, vraiment, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc j'avais souhaité ouvrir cette période contemporaine sur ce défilé qui est aussi le sujet de l'exposition qui nous réunit, c'est-à-dire la collection Printemps-été 71 de M. Saint-Laurent qui avait créé un très grand scandale. Je trouve, et je continue plus encore aujourd'hui, que cette collection a fait entrer le monde dans la mode dans une forme de contemporanéité, qu'elle a abattu les cloisons entre la haute couture et le prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'elle identifie tous les sujets de vie ou de mort que la mode a entretenus depuis. C'est-à-dire cet essor du prêt-à-porter qui a permis une grande démocratisation de la mode, mais qui a aussi tout à coup affaibli une forme de haute couture. C'est à s'en réjouir, moi je pense, parce que c'est aussi un accès de mode pour tout le monde, une forme de démocratisation. La haute couture est aussi une forme de maintien des métiers de la mode, mais c'est un style de vie qui nous échappe aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Donc cette collection identifie cette porosité désormais entre la haute couture et le prêt-à-porter. Elle instruit la haute couture avec un caractère expérimental, ce qui n'était pas vraiment le cas. Si on regarde les collections de couture des années 60, elles sont un petit peu vieillottes, elles sont un petit peu surannées, c'est pas comme dans les années 50 par exemple. Le nombre de maisons a déjà beaucoup chuté dans les années, à la fin des années 50, le nombre de maisons de couture a vraiment chuté de plus de la moitié. Donc, et puis elle est un grand scandale cette collection parce qu'elle cite une période du passé, ce qui est le sujet de notre conférence, ce qui n'est pas nouveau dans la mode, mais elle cite une période du passé trop récente et trop désagréable pour ceux qui l'ont connue et qui sont majoritairement vivants à ce moment-là. C'est-à-dire que les clientes
les chroniqueurs ou les chroniqueuses de mode qui assistent à la collection 71 ne comprennent pas comment M. Saint-Laurent peut trouver une forme d'élégance dans une attitude de mode née des années 40 qui était faite de débrouille, qui était largement considérée comme vulgaire, un peu criarde, dans des matériaux pas très luxe. On ne comprend pas pourquoi, en effet, on revient à cette forme d'esthétique un peu outrancière. Et je dois dire que c'est sans doute M. Saint-Laurent qui a été le premier à dire ne vous trompez pas. Par exemple, si on regarde les Dames du Bois de Boulogne qui étaient précisément habillées par Madame Gray, il y a une forme d'austérité et d'élégance dans cette époque. Puis il y a aussi pour la première fois une forme très pratique à cette mode. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'il la cite dans les années 70. Les années 40 et les années 70 sont 2 décennies qui ont accordé à la femme, pour des raisons différentes, une forme d'émancipation. Dans les années 40, les femmes ont dû travailler. Elles ont dû se mettre à l'épreuve de la vie pratique, familiale, mais aussi travailler parce que les époux étaient au front, à la guerre. Et puis, elles ont donc dû adapter une garde-robe qui était très en connivence avec cette liberté nouvelle, pas voulue, bien évidemment, pas réjouissante toujours, mais en tout cas, c'est une forme d'émancipation dans leurs gestes, dans leur vie. Les jupes ont raccourci, les vestes ont été plus pratiques, les épaules plus endurantes. On a l'impression qu'on décrit une garde-robe d'aujourd'hui un peu, mais c'est celle des années 40. Puis quand la guerre a été finie, les hommes sont revenus quand ils ont pu, quand ils étaient vivants, et on a dit aux femmes qu'elles étaient très gentilles, mais qu'elles allaient retourner au fourneau ou qu'elles allaient être belles devant leur miroir. Donc cette forme d'émancipation s'est arrêtée et n'est réapparu que dans les années 70, à cette période justement où M. Saint-Laurent est aux commandes de la mode et où il rencontre en effet une nouvelle génération qui n'est pas de la guerre mais qui a des pulsions d'émancipation très fortes. Donc je trouve que ça c'est aussi un phénomène qu'il faut expliquer d'emblée parce que c'est très puissant. Je veux dire, au-delà de la mode, au-delà de cette collection qui revient sur les années 40, c'est puissamment soutenu par un désir d'émancipation des femmes. Dans les années 70, on se souvient, j'allais dire tous, mais non, je vois des visages qui ne peuvent pas s'en souvenir. Même d'années. Mais c'est vrai que c'est des périodes où les femmes ont commencé à toutes travailler. Moi, je me souviens que c'était un débat dans ma famille quand ma mère a voulu être chauffeur de taxi. Mon père lui a dit mais c'est pas convenable, c'est pas bien et tout. Elle rachetait la licence de taxi de son oncle. Je dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va penser dans un petit village vers la Suisse comme ça. Quand la première fois elle a mis un pantalon, ça a fait quand même un petit peu sensation dans le village. C'est les années 70, vraiment, c'était pas... Pour mes sœurs, c'était acquis, mais pour des personnes comme ma mère, qui a aujourd'hui 80 ans, c'était vraiment pas acquis de se mettre un pantalon. Et je me souviens avoir interrogé une rédactrice de mode, Catherine Rousseau, qui est une grande rédactrice de mode du magazine Elle, qui a commencé en 67 et qui me disait, mais tu sais, vraiment, venir travailler en pantalon, même quand on travaillait dans la mode, eh bien, c'était pas acquis. Il y avait des lois encore qui interdisaient aux femmes de porter des pantalons. Ça n'a pas été... Donc, pardon de revenir là-dessus, mais vraiment, ça explique une forme de sédiment de mode qui est vraiment pas celle qu'on connaît aujourd'hui, où on peut tout faire, avoir les cheveux de couleur, des tatouages, se percer la peau, porter une robe ou une chasuble. Il n'y a plus rien qui choque. Donc, cette collection 71, je pense, pose aussi ça, la question du retour en arrière. C'est la première fois dans les articles où on voit apparaître un mot important qui est un peu rentré dans l'inconscient collectif, c'est le mot kitsch. C'est la première fois où on dit, dans Elle particulièrement, que ces fleurs en plastique, ces vestes de couleurs, ces semelles compensées, ces couleurs criardes, la gamme de couleurs des collants par exemple est très très outrancière. Tout cela participe à décrire une culture qu'on appelle kitsch. Alors kitsch, ça veut dire qu'on est allé puiser dans une surface de mauvais goût, dans un territoire géographique mauvais goût, ce qui peut devenir le bon goût demain. Et je pense que ça, c'est un geste, en effet, qui n'avait pas été encore ausculté. Et M. Saint-Laurent va très très clairement voir de ce côté-là, parce qu'il est aussi fasciné, on l'explique dans l'expo et dans le catalogue, par une personne qui est Paloma Picasso, qui fait un grand usage de cette culture kitsch.
elle-même, on a eu la chance de l'interviewer, explique qu'à cette époque, elle n'a pas encore reçu, je pense, les nombreux héritages ou tout ce qui fera sa fortune, d'ailleurs que j'ignore, peut-être qu'elle n'est pas si grande que ça, je le sais. Si, elle est Mais je grande. crois qu'elle est quand même pas mal, mais à l'époque elle ne l'était pas. À l'époque elle ne l'était pas encore, et elle dit que faute de s'habiller en mode ou dans les salons, elle allait aux puces, comme toutes les jeunes filles font aujourd'hui aussi, et qu'elle essayait de trouver les vêtements qu'elle pensait correspondre davantage à sa morphologie. Elle dit dans les années 60, les filles étaient largement androgynes, elles gommaient leurs seins. Elle m'a rappelé ce qui était un souvenir en effet précis, c'est que les filles ne voulaient pas vraiment avoir de signes trop féminins. Donc elles se mettaient du fond de teint sur les lèvres pour effacer les lèvres. Elle dit, Paloma Picasso, qui est plutôt plus petite, plus robuste, plus Picasso, voilà, c'est que la mode des années 40 lui allait mieux et qu'elle se souvient avoir beaucoup de mal à trouver du rouge à lèvres rouge, et donc qu'elle allait aux puces et qu'elle en trouvait même certains bâtons qui étaient un peu rances, mais qu'elle mettait le rouge à lèvres rouge un peu criard comme les années 40, qu'une fois une amie de sa mère lui a offert un turban près de la guerre, donc elle a décidé de le mettre, et qu'à une soirée ils se sont rencontrés avec Monsieur Saint-Laurent alors qu'elle était dans ce négatif de silhouette, épaules carrées, un peu robuste, turban, et qui a été très charmée par cette allure. Elle dit aussi qu'elle avait été invitée suite à cela au défilé qui a précédé la collection 71, qu'elle était, alors pardonnez-moi si les couleurs ne sont pas les bonnes, dans un manteau vert ou jaune avec vraiment une fleur en plastique, et que là, il y avait une grande journaliste, Eugénie Shepard, qui avait dit la collection était merveilleuse, la seule intrus dans la collection, c'était Paloma Picasso, qui était très mal habillée, qui était dans le public. Et ça a servi de socle à la collection 71. Donc ça a été un élément déclencheur, mais on peut supposer qu'à l'époque, il y avait beaucoup de filles comme Paloma Picasso, dont Loulou de la Falaise, par exemple, ou dont les filles qui commençaient à aller beaucoup dans les surplus, dans les puces. C'est une attitude qu'on n'avait pas, ça. Avant, faire beau, c'était faire neuf. C'est juste une dimension qui est apparue dans les années 70, de s'autoriser d'aller justement dans les stocks anciens, dans des vêtements qui avaient été déjà portés. Il y a vraiment des gens qui voyaient ça comme une forme de répulsion et d'hostilité. Et tout ce qui est devenu, je dirais aujourd'hui, le langage vintage, le langage des puces, tout ce que les jeunes filles, les femmes, tout le monde fait, et n'était pas du tout courant, a été instruit, je dirais, plutôt par cette collection de M. Saint-Laurent. Mais la presse, après je m'arrête, la presse a été très très violente. On a parlé de M. Saint-Laurent comme c'était Yves Saint-Débagle, d'un charnier du bon goût. La collection n'a pas eu de succès commercial, mais elle a vraiment précipité la mode dans la contemporanéité. Alors vous avez souvent l'habitude de dire ou de faire remarquer que nombreux sont les couturiers et créateurs qui ont puisé dans le passé des formes contemporaines de leur style ou d'une collection. On va commencer par le premier d'entre eux, donc c'est une pratique qui se fait dès le 19e siècle, puisque le premier grand couturier s'appelle Charles Frédéric Worth, inventeur de la haute couture et qui est arrivé effectivement s'installer à Paris en 1850. Pourquoi il venait de Londres pour Paris? Pourquoi Paris? Alors il travaillait déjà à Paris, il était commis de vente chez la maison Gagelin avant de se mettre à son compte. En fait, c'est une incongruité de l'histoire et on doit s'en féliciter. Et c'est d'ailleurs le sujet de l'expo Fashion Mix à la Style Immigration. L'inventeur de la haute couture, qui est cette exception française, est le fait d'un couturier anglais. Donc on doit s'en réjouir. Lui-même aimait bien qu'on prononce son nom à la française, Worth. Lorsqu'on voulait lui faire plaisir et qu'on le prononçait à l'anglaise, il rectifiait, disait non, je m'appelle Worth et pas Worth, parce qu'il trouvait chic qu'on francise comme ça son nom. Et c'est quelqu'un qui, en fait, si on devait décrire la mode, probablement qu'on décrirait ce qu'a inventé Charles Frédéric Worth. Ça n'a pas beaucoup changé, curieusement. C'est le premier qui a décidé de créer des collections selon les saisons. Avant, c'était plus long, plus lent, plus élastique. Et c'était la cliente qui venait voir le tailleur pour modifier sa garde-robe. Si vous voulez,
les rôles étaient inversés. Les fournisseurs étaient ceux qui occupaient le statut le plus convoité et les couturiers avaient le statut de tailleur, de fournisseur. Vort inverse tout cela. Il a un sentiment très puissant de sa nature artistique. Il est le premier qui signe, qui vraiment, comme un peintre signe en bas de son chevalet, il signe l'intérieur des robes. Ça n'a pas qu'une fonction artistique, ça a une fonction aussi d'authentification. C'est-à-dire que signant ses robes, il ne sera pas obligé de réparer celles qui viennent d'autres maisons. Il y avait ça aussi. Parce que ce sont des histoires qui sont bonnes à rappeler. Par exemple, on a commencé à griffer les vêtements parce que certains couturiers, il y avait une sorte de service après-vente, de suivi, de retouche, se retrouvaient parfois à faire les retouches d'autres maisons de mode, alors que vraiment, ils savaient très bien que ce n'était pas issu de chez eux. Surtout pour les chapeaux, d'ailleurs. Mais donc Vort a ce sentiment très naturel de son statut d'artiste, de son statut d'auteur. Il a un sens du marketing avant l'heure, comme beaucoup d'Anglais. Par exemple, il sait que s'il utilise des tissus façonnés, des velours, des grandes soieries avec des grands motifs, ses robes vont se reconnaître de loin et qu'on saura, même sans lire l'intérieur, on n'est encore pas dans l'ère des logos, ça sera vraiment dans le XXe siècle, mais il sait que si on voit une robe avec un grand motif, on saura que c'est Vort, par exemple. Il vérifie très vite que lorsque sa femme, derrière le comptoir de vente, si je peux résumer comme ça, porte une création de son atelier, c'est plus flatteur. Donc il déduit que s'il fait des collections présentées sur des modèles vivants, qu'on appelle alors sosie, ça va aussi conduire sa mode de manière beaucoup plus compréhensible. Donc il met en place tout ce qui définit le statut contemporain de la mode. Ça n'a pas beaucoup bougé. Il décide de faire des défilés, ce qui n'existait pas, et il décide de renouveler ses collections printemps-été, automne-hiver. Il y a même des collections intersaisons. C'est dire qu'on n'a rien inventé avec les collections croisières. Donc on est dans les mêmes enlisements du système de la mode. Et ses principales innovations, par exemple, indépendamment des motifs sur les tissus? Alors, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que c'est pour la première fois on voit un système qui est celui de la mode, qui se définit par ce que Vort a comment dire, tracé pour définir les contours économiques et le paysage de la mode. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'il cite immédiatement des moments du passé. Par exemple, il réintroduit la crinoline qui avait disparu. Il va s'inspirer de formes du XVIIIe siècle. Donc ça, on va le voir au gré de cette conférence. Tous les couturiers vont relire des moments du passé, mais des moments beaucoup plus lointains. Principale clientèle ou bien célèbre clientèle C'est une clientèle célèbre. Il a été très propulsé par la princesse de Metternich, par toutes les cours aristocratiques d'Europe. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, en effet, la haute couture est largement maintenue, soutenue, je dirais, par une vie aristocratique. Je ne parle même pas d'une vie bourgeoise, une vie aristocratique puissante qui va s'écrouler en 1914 et carrément tomber à plat en 1929 avec la crise. La comtesse Greffule, effectivement, comptait parmi ses grandes clientes. Quand on parle de grandes clientes, ça veut dire quoi? Ça veut dire combien en robe, par exemple? La comtesse Greffule, à qui on va consacrer une expo à Galliera la rentrée prochaine. J'ai des problèmes avec des dates dans ce que je dois faire. Donc, mais je sais que c'est avant Noël. Il y a avant l'été, il y a avant Noël. Puis après, novembre. La comtesse Greffule, par exemple, c'est une grande famille. Les Caramanchimay, et les Greffule, une grande fortune évidemment. La comtesse Greffule a inspiré à Proust la duchesse de Guermantes pour l'histoire. Et la garde-robe de la comtesse Greffule a été donnée à Galliera. On a retrouvé dans sa correspondance le trousseau pour son mariage. C'est l'équivalent de 12 pages de garde-robe pour le mariage, pour le trousseau. Et puis les robes, nous on en a une petite partie, mais je pense qu'on a 10%, je ne sais même pas, peut-être 2% de la garde-robe qu'il y a eu dans sa vie. Les robes haute couture se portaient une fois, puis ne se portaient plus. Donc il y avait un second système parallèle après, et puis on ajustait aussi, mais il y avait en plus une garde-robe très renouvelée selon la journée. On ne s'habillait pas de la même manière le matin, pour le déjeuner, pour l'après-midi, pour le soir. Donc il y a une pratique et des convenances et
comment dire, un cadre très fastueux qui n'existera plus après 14. Donc Wörth va mourir en 1895 et c'est cette même année que Jacques Doucet ouvre son studio, autre grand couturier, c'était rue de la Paix. Jacques Doucet, il a habillé Réjeanne, il a habillé Cléo de Mérode. C'était surtout les artistes et les comédiennes qui venaient chez lui. Beaucoup de cocottes, en effet, de demi-mondaines, mais pas que. La maison Doucet. Jacques Doucet était lui-même né dans une famille où ses parents, si je ne dis pas de bêtises, étaient spécialisés dans les dentelles et dans les chemises. Ce qu'on pourrait identifier comme l'équivalent de chemise de coton. Il a repris l'entreprise familiale pour la conduire vers la mode et il était le style de Jacques Doucet est un peu difficile à définir. L'homme est plus intéressant et je crois que ça sera le sujet d'une exposition ici. Les qualités de collectionneur et puis ce grand curieux qu'a été Jacques Doucet, qui a eu une collection incroyable s'agissant du XVIIIe siècle, des arts décoratifs, de mobilier, de peinture, et puis à un moment donné il a décidé de rompre, il a tout vendu pour se tourner uniquement vers l'art moderne. C'est lui par exemple qui a été le premier propriétaire des Demoiselles d'Avignon de Picasso qui est depuis au MoMA. Donc c'est quelqu'un de très très intéressant à regarder, qui a eu des collections de mobilier après art décoratif, qui s'est entouré toute sa vie de André Breton pour le conseiller dans ses lectures, dans des achats d'art. Il a laissé une bibliothèque qu'on connaît, qui est énorme. Donc c'est un amoureux des arts. Jacques Doucet disait toujours qu'à son époque, le couturier n'avait pas une reconnaissance sociale, encore moins artistique. On n'invitait pas, par exemple, son couturier à dîner, parce que comme on n'invitait pas son charcutier, par exemple, il n'y a pas de raison. C'est à partir de Paul Poiret que ça va s'inverser, qu'on va reconnaître un statut beaucoup plus artistique. On parle beaucoup de cette robe hortensia bleue de Doucet. Alors, est-ce que ça a été une robe déterminante? Est-ce que effectivement on peut dire que les parures aux motifs floraux étaient sa marque de fabrique? Et qu'est-ce qu'il a? Je ne connais pas assez Doucet et oui, je sais qu'on parle beaucoup. Son emprunt vient beaucoup des dentelles du XVIIIe. Il avait un goût qu'il partage d'ailleurs avec les sœurs Callot pour les dentelles du XVIIIe. Il y a beaucoup. Alors quand je pense Doucet, je pense surtout à des déshabillés de demi-mondaines qui attendent sur des sofas et des divans. Mais c'est pas que ça. Mais il y a quelque chose d'un petit peu plus subtil dans les robes, en effet, du soir de Jacques Doucet. On peut voir un retour au XVIIIe. C'est-à-dire ce qu'il a vécu à titre personnel, ce goût pour l'art moderne, ne s'est pas lu dans ses créations, en revanche. Il a continué de faire un XVIIIe siècle revu et corrigé pour une clientèle convenable. Donc, on arrive aux sœurs Callot, très en vogue dans les années 20. Et là, ce que vous dites, c'est effectivement cette dentelle, elle l'utilisait comment? Les sœurs Callot étaient des dentelières, ce qui nous a souvent conduit avec Isabelle Huppert à sourire, parce qu'Isabelle Huppert était, je crois, une des premières récompenses, peut-être à Cannes. C'était pour la dentelière. Et comme elle est arrière-petite-fille d'une des sœurs Callot, c'est un petit signe qu'elle avait identifié à l'époque. Les sœurs Callot, oui, c'est une maison que les gens ont beaucoup oubliée. C'est une création très insolite. Alors là, vraiment, c'est un goût immodéré pour la dentelle, à vous en dégoûter. C'est vraiment, il y a parfois un usage subtil, parfois pas subtil de la dentelle. En tout cas, elles étaient connues pour utiliser de vraies dentelles du XVIIIe ou plus tardives, qu'elles découpaient et qu'elles réassemblaient sur des robes, parfois ce qui faisait vraiment beaucoup la convoitise des Américaines. Et puis elles étaient dentelières de formation, et trois filles d'un peintre qui habitait rue d'Aboukir. Et donc les sœurs Callot ont vraiment formé beaucoup de monde, dont Madeleine Vionnet, et ça je vous laisserai la primeur de cette phrase, mais Madeleine Vionnet a toujours dit que vraiment sans les sœurs Callot, elle n'aurait pas développé ce goût pour l'architecture des vêtements. Les sœurs Callot, je pense, ont été vraiment déterminantes parce qu'elles avaient d'abord plus de 1000 ouvrières, ce qui n'était pas courant quand même à l'époque. Elles étaient dans les actuels locaux de chez Christie's. C'est vraiment une maison qui était très puissante, très appréciée, avenue Matignon, très appréciée d'une clientèle américaine, et puis qui s'est vraiment effondrée en 29. Ça fait partie des maisons que la crise a balayées d'un coup. Mais c'est une maison très puissante, avec des collections fleuves. C'est les premières vraiment qui ont développé des succursales à l'étranger, dont Buenos Aires, qui était l'Argentine était un pays très dominant pour les achats de mode. Et c'est une création, elles aimaient beaucoup les chinoiseries aussi.
Oui, apparemment, elles étaient les premières à utiliser des détails très exotiques, des moires délamées. Oui. On peut dire d'une certaine manière aussi que Poiret n'aurait pas pu vivre sans les sœurs Callot avant. Elles ont introduit bien avant lui, mais d'une manière plus, je dirais, 19e siècle, l'art exotique des autres pays. Alors, pour arriver à Paul Poiret, il est très connu pour avoir supprimé le corset pour la femme. Mais est-ce que le style Paul Poiret a été le premier à ouvrir une sorte d'accélération des emprunts? Des emprunts exotiques. Parce que les emprunts au passé, ils sont filtrés par en effet l'ailleurs. C'est plus l'ailleurs chez Paul Poiret que l'avant qui s'incarne. Et il a, au-delà même d'abord il a supprimé le corset, ce qui n'était pas rien pour le XXe siècle. Et puis 1906. Il a donné vraiment, il a fait entrer, on peut dire que le XXe siècle commence à Paul Poiret, que tous les autres sont très héritiers de 1900 et du 19e siècle. Mais Poiret fait vraiment entrer la période moderne de la mode et il simplifie. Les vêtements Poiret sont très légers, ceux de Jacques Doucet sont encore très lourds, au sens strict, je ne parle pas stylistiquement. Il fait entrer l'Orient dans la mode, il fait entrer des interventions, des influences, des inspirations qu'on connaît tous, qui peuvent aller des pays de l'Est ou de l'Asie. Il fait entrer une gamme de couleurs dans la mode nouvelle, qui n'est pas celle du 19e siècle. Et puis, mais c'est un phénomène court, en revanche. C'est un phénomène bref dans la mode. Bien sûr que dans la rue, toutes les femmes ne se sont pas retrouvées en costume d'odalisque, sans corset, loin s'en faut. C'est pour ça qu'on dit, effectivement, il était un pionnier de l'émancipation féminine. Ça lui vient de là? Moi, je crois pas. Je crois pas qu'à cette époque, un homme avait ce courage-là. Je crois en plus, il était assez amoureux de lui-même pour ne pas... C'est mon interprétation. En tout cas, je ne saurais pas dire si c'était pour libérer la femme ou plutôt pour se faire plaisir artistiquement. Puisqu'après, on a vu que quand il a enlevé le corset, mais il lui a fait des jupes entravées. Elle ne pouvait plus marcher. Donc, les jupes entravées sont des jupes... Je pense peut-être qu'il y avait des phénomènes très coïncidents chez Vionnet qui allaient vers une suppression, et à très peu de temps de là avec Chanel, qui allait vers une suppression totale du corset. Mais c'est quelqu'un qui était important dans la manière de, asseoir le statut du couturier. Lui n'a pas souffert, comme Doucet, de ne pas être invité chez les autres, parce que c'est lui qui a invité lui-même à ses fêtes les autres personnes. Il est devenu un personnage mondain. C'est le premier, historiquement, dont on a des portraits dans la presse, des photos. Il n'y a pas de photos de couturier avant. Est-ce que c'est vrai qu'il a été le premier aussi à lancer le parfum de couturier? Oui, il est le premier à avoir développé toutes les activités d'une maison, le parfum, la décoration, le mobilier... Et donc, il est au sens strict, en effet, celui qui a inventé le fonctionnement d'une maison de mode au XXe siècle. Arrivons à Madeleine Vionnet, qui, disait-elle, des sœurs Callot. Sans les sœurs Callot, j'aurais fait des Ford. Avec elles, j'ai fait des Rolls-Royce. Alors là, Madeleine Vionnet, ça a été mais vraiment une reine de la coupe en biais, on peut dire. Une reine de la coupe, une virtuose de la coupe, c'est vrai, c'est... quelqu'un qui a été concentré sur une forme de travail qui se lie de la première collection à la dernière avec une forme d'insistance. C'est comme des fils à plomb dans l'histoire de la mode. Il y a Vionnet, Balenciaga et Alaïa. Et comme des fils à plomb pour aller vers des modes architecturés. Je ne veux pas dire que c'est les grands succès de la mode toujours. Mais c'est une forme de travail qui est concentré sur la virtuosité, l'architecture, l'artisanat. Parfois, ça échoppe une forme de démocratisation aussi. On peut reconnaître par exemple à Lanvin une plus grande adhésion d'un tout public qu'à Vionnet. Il y a des textes, par exemple, si vous avez l'occasion de lire Catherine Pozzi, qui a écrit très peu, mais il y a un journal, surtout ses conversations avec Paul Valéry, elle décrit comment la garde-robe portée du Vionnet, c'est pas toujours simple. Les robes nous poussent à l'admiration, c'est vraiment des combles de virtuosité, mais c'est comme si on demandait à une femme aujourd'hui d'être habillée tous les jours comme des garçons avec des bosses. C'est pas toujours facile, même si ça force l'admiration, on ne s'oublie pas en Vionnet.
il y a d'autres témoignages comme ça qu'on lit plus dans la littérature, mais c'était quelque chose de très éduqué, de très référencé. Et puis Vionnet a été surtout aussi, au-delà de la coupe qui est formidable, c'est sans doute la plus grande, ça il n'y a pas à y revenir. Mais elle a aussi beaucoup lutté contre la contrefaçon. Donc je ne sais plus si c'est 27 ou 29, mais elle a vraiment fait jurisprudence par un procès qu'elle a gagné contre ses copieurs. Et c'est à partir de cela qu'on a reconnu dans l'industrie de la mode les mêmes droits que pour les artistes. Donc elle est vraiment importante pour ce statut d'auteur. Mais on verra Alaya, Galliano, Gauthier, Miyake, Yamamoto, ils trouvent en elle le laboratoire de la coupe. Et alors, celle qu'on appelait le symbole de l'élégance française, Chanel, est-ce qu'elle s'est inspirée d'une période? Est-ce que le tailleur entuit de Gancé a des origines lointaines? Sans doute. Je pense que les livrées des domestiques, et c'est pas la réduire que de le dire, ou les costumes militaires sont strictement une influence pour Mademoiselle Chanel, mais avant même, parce que ça c'est tard, le tailleur Chanel c'est les années 50, avant même cela il y a des collections dans les années 30 qui puisent dans des références du passé, c'est moins strictement appuyé que chez Schiaparelli par exemple. Il y a en effet, il faut reconnaître à Chanel ce qu'on a vu chez Malevich, faire une petite robe noire, et moi j'en ai vu une strictement dans mes mains que très tardivement. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y en a une au Metropolitan Museum. Donc une robe des années 20 noire, la petite robe noire de Chanel, c'est vraiment comme un t-shirt noir, un peu plus long, c'est fabuleux de modernité. C'est pas du tout virtuose d'un point de vue de la coupe, comme Vionnet, mais c'est bien plus moderne d'une certaine manière. C'est un geste manifeste de modernité que de dire, voilà, je vais vraiment... Alors ça, c'est vraiment une féministe. Elle s'est dit, oui, les filles vont pouvoir vivre, bouger et évoluer dans une robe qui est sans corset, où on peut lever le bras, où on peut... C'est vraiment un acte en soi, un manifeste. C'est un grand manifeste. Mais je dirais que c'est peut-être même la seule qui ait fait table rase du passé. Ce n'est pas le cas de Jeanne Lanvin que vous exposez actuellement. Et effectivement, c'est un esprit directoire. Oui, et puis Jeanne Lanvin était vraiment... Alors elle, pas dans des prises de parole manifestes, politiques, d'émancipation. Elle suivait son goût. C'est une patronne, mais comme le 19e siècle l'a inventé, elle a ouvert sa maison à la fin du 19e siècle. Donc c'est vraiment une femme qui n'est pas celle que l'on voit en Chanel ou Schiaparelli. C'est la génération avant. Et particulièrement lorsqu'elle invente les robes de style dans les années 20, ce sont des robes qui s'inspirent du XVIIIe siècle. C'est comme une robe de cour qui aurait dégonflé. C'est pas très charmant de le dire comme ça, mais c'est un peu ça, dont on aurait enlevé les paniers et qu'on aurait un petit peu raccourci. Mais ça va écrire vraiment un petit peu le pictogramme des années 20. Alors, Chanel disait de Schiaparelli, c'est l'italienne qui fait des robes. Elle disait ça avec un peu de mépris. Donc, vous avez... Schiaparelli, c'est quoi? C'est-à-dire, on a l'impression d'extravagance, mais ce n'est pas que ça. Schiaparelli, c'est 10 ans de bonne création, puis après, ça vacille un peu. Mais en tout cas, c'est des fulgurances de création dans les années 30. Et puis, on avait fait une exposition aux arts décoratifs sur le statut du couturier. Et Schiaparelli, peut-être, c'est celle qui induit le plus la vocation publicitaire du vêtement. C'est un peu toc de le dire comme ça, mais ça se reconnaît un vêtement Schiaparelli. Ça a été une leçon pour les autres. Avant, d'une maison principale à une maison de seconde position, et il y en avait beaucoup dans Paris, vraiment il y avait beaucoup de maisons, comme par exemple, je sais pas, Marcel Dormois, Philippe et Gaston, des noms qu'on a inconnus, qui faisaient une très belle couture, sûrement supérieure à celle qu'on fait aujourd'hui, mais qui n'avait pas une notoriété. Et on pouvait se compromettre dans l'identification de l'une ou de l'autre, on pouvait se tromper. Schiaparelli, il n'y a pas de doute. Une veste Schiaparelli, c'est Schiaparelli, des boutons gros, des papillons, des zips de côté en plastique. C'était une marque de fabrique. Donc elle a compris que son vêtement était lui-même le propre vecteur d'une médiation, d'une publicité qui pouvait se faire. Le vêtement avec Schiaparelli est pour la première fois l'image du vêtement.
ce qui n'était pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'âge d'or de la haute couture a été dominé jusqu'après par Dior et Balenciaga? Alors, c'est vrai, je voudrais juste revenir sur ce qu'a parlé, parce que c'est une de celles qui a cité des moments du passé, notamment en 1939 avec Balenciaga, où il y a des citations strictement au 19e siècle, avec des robes à tournure qui sont vraiment des belles collections. Alors, c'est vrai que les années 50, il y a deux phares, c'est Christian Dior et Balenciaga. Balenciaga, qui alors vraiment lui s'est installé en 1937 à Paris, qui a commencé bien avant en Espagne, et qui est dans une forme d'austérité, d'architecture absolue, dans une recherche de la coupe. On peut redire tout ce que l'on sait de Balenciaga, c'est vraiment celui qui maîtrisait toutes les étapes de conception, de réalisation d'une robe, qui s'autorisait chaque défilé de faire une robe entièrement lui-même. Il savait couper aussi bien de la main droite que de la main gauche. Ça, je n'ai jamais vu d'une autre personne. C'est vraiment quelqu'un d'assez unique dans ces paysages-là. Et en même temps très invisible, il n'aimait pas se montrer. Ultra visible, vraiment. On a retrouvé, lorsqu'on a fait une expo sur les années 50, deux papiers dans Paris Match où justement on pointe du doigt qu'il est l'homme le plus invisible du monde. Il ne voulait pas répondre aux interviews, il s'autorisait à refuser à habiller certaines clientes lorsque les clientes ne lui plaisaient pas. C'est une forme de grande exclusion aristocratique. Lui-même avait une idée de la beauté féminine très à part et dont on doit se réjouir, parce qu'il a... c'est très très curieux, Balenciaga. Il est né avec le 19e siècle. Parfois il s'en inspire. Il avait une collection lui-même d'objets 19e. Il y a des formes très austères dans les manteaux, dans les mantelets, très proches du 19e siècle. Et puis il a conduit toute sa création comme s'il voulait évaporer les structures du 19e, ce qui fait que lorsqu'on a un vêtement de Balenciaga dans les mains, c'est d'une extrême légèreté. Il est vraiment l'homme du 20e siècle. Il est celui qui va donner naissance à Courrèges, à Monsieur Saint-Laurent d'une certaine manière. Il est important dans l'éducation de ce goût-là, dans la démocratisation de ce goût-là. Et puis il est né, lui, de tout le 19e siècle. Donc c'est vraiment un être, pour moi, qui a encore plus de position que Madeleine Vionnet. Alors, Balenciaga, on a compris. Alors, Dior, dès sa première collection, ce sont des formes inspirées du siècle précédent. Exactement. Chanel était très, très violente avec Dior, Balmain, parce qu'elle voyait cela comme une forme d'archaïsme. Alors, c'est vrai qu'elle, qui s'était battue pour libérer les femmes, je veux dire, dans les années 50, de voir le retour des gaines, des jupes avec des grands métrages, des talons, des gants, des chapeaux, de tout ce qui comprime le corps de la femme et l'emprisonne d'une certaine manière, c'est une idée sur laquelle on peut vraiment convenir qu'elle n'est pas moderne. Les années 50 ne sont pas modernes, elles sont une forme de repli archaïque. Les robes du soir, alors là, sont vraiment inspirées des robes du XVIIIe siècle, donc c'est un usage très curieux, dominé par des couturiers masculins. Ce qui n'était pas le cas dans les années 20 et 30. Il y a beaucoup de couturiers femmes. Que certains jugeaient rétrograde à cette époque. Oui, oui, oui. Ça a fait beaucoup de scandales avant que... Et ça, on sait aussi que c'est le mystère des femmes, c'est qu'elles peuvent aller contre la nature aussi, comme les hommes. Je voudrais faire une parenthèse sur ce mouvement futuriste des années 60. Vous voulez ajouter autre chose sur Yves Saint-Laurent qui s'intercale à ce moment-là? Mais sur les années 60, oui, il y a une période particulière de mode qui est identifiée avec Courrèges et Cardin, qu'on a appelé le futurisme, mais qui est un phénomène très inscrit dans cette époque. On va voir qu'en effet, c'est des gens qui, pardon pour M. Cardin, mais ne vont pas survivre stylistiquement à cette époque. C'est-à-dire qu'ils vont faire d'autres travaux dignes d'intérêt, mais vraiment cette capsule futuriste qu'ils ont inventée, comme Paco Rabanne, vont être aussi un petit peu les cloisons de leur création. D'ailleurs, Courrèges n'a fait que ça. C'est assez court, Courrèges. J'ai plein d'admiration pour lui. Il a été important dans l'histoire de la mode. Il fait table rase lorsqu'il apparaît, mais il essaie, en tout cas, autant que faire se peut, de ne pas se référencer au passé. Mais c'est aussi une forme du futur telle que les années 60 l'imaginaient. Ils imaginaient qu'on serait tous habillés dans les années 2000 en costume de cosmonaute. Or, on n'était pas du tout comme ça. C'est une période très très curieuse, il faudrait y travailler davantage. La situation de M. Saint-Laurent, c'est d'avoir compris qu'il fallait un petit peu écouter son époque, et
qu'il ne fallait pas lui tracer des contours qui sont si stricts. Je veux dire que l'air de la découverte spatiale n'allait pas guider la rue, qu'il fallait plutôt regarder la rue plutôt que le ciel. Donc les années 60, à la fin des années 60, une jeune génération arrive, Thierry Mugler, pas 60, 68 quand même. Ça a été une figure emblématique des années 80, oui. Mais il commence... en 68, il commence à être visible surtout dans les années 70, mais vraiment dans les années 70, vraiment les piliers de la mode, c'est Monsieur Saint-Laurent. C'est-à-dire, lorsqu'on a des collections de magazines anciens, c'est vrai, bon, et bien avant, hein, parce que c'est très curieux, j'ai oublié de le dire, c'est en 71, lorsqu'il fait cette collection, on est outré qu'il resexualise à ce point-là les femmes, parce qu'en effet, les années 60 étaient androgynes, et que lui-même, M. Saint-Laurent, avait été aussi l'artisan de cette androgynie. Des filles en smoking, en saharienne, en pantalon, c'était une forme d'androgynie sur laquelle il a été, acteur et faiseur. Les robes Mondrian également. Les robes Mondrian, il a effacé une certaine forme du corps, alors qu'avec 71, il resexualise cela. On a dit que les robes de la collection 71 étaient vraiment équivalentes à celles qu'on portait rue Saint-Denis, et je ne vous dis pas par qui. Donc il y a eu quelque chose, c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur d'aller contre sa propre idée de la mode qu'il avait défendue dans les années 60. C'est-à-dire qu'aussi ce mélange du mauvais goût, cet usage transgressif du bon goût, du mauvais goût, de la bourgeoisie et du populaire, c'est lui qui l'a introduit. Et ça va faire le fonds de commerce de toutes les décennies à venir. Et dans les années 70, il fallait retenir que deux noms, c'est Monsieur Saint-Laurent et puis c'est l'arrivée d'Issey Miyake. C'est pas Issey Miyake qui invente Plis Plis, c'est plus tard, mais c'est quelqu'un qui arrive avec d'autres formes de réflexion sur le vêtement. C'est deux personnes importantes. Je ne sais pas s'ils se sont rencontrés, sans doute après, s'ils se regardaient, mais la révélation d'Issey Miyake va être plus tardive, elle va être plus percutante plus tard, mais il commence aussi dans les années 70. Et donc les années 80, c'est des années où une femme hyper sexy, promue par Thierry Mugler, c'est un peu ça, on change complètement. Oui. C'est une super sexualité qui s'affiche. Oui, tout à fait. On peut parler de Mugler, des débuts de Gaultier, d'une silhouette très carénée, très affirmée, de Claude Montana. C'est vraiment... c'est pas une époque moderne, les années 80, beaucoup moins que les années 70. Si on regarde dans le détail, la création des années 70, elle est plus légère, elle est plus souple, elle est plus près du corps, elle est plus émancipatrice, vraiment, on l'a beaucoup dit. Les années 80 sont une mode... Alors, Poppy Moreni, qui est une créatrice de ces années-là, elle dit c'est le dernier chant du cygne, les années 80, vraiment. N'importe quel créateur pouvait arriver, faire une collection, vivre 5-10 ans, mourir, vendre ou pas, c'était pas tellement le sujet, mais c'était une grande fête de la mode. Après, ça a pu être le cas, et puis c'est ni à regretter ni à s'émouvoir, c'est comme ça. Mais c'est vrai que les années 80 sont une forme, c'est aller alors là de manière évidente se ressourcer au puce de manière systématique. C'est-à-dire ce qui faisait la transgression chez M. Saint-Laurent, puis après chez d'autres, c'est devenu une forme mécanique de travail qui va conduire au vintage et qui va conduire même à une forme d'asphyxie de cet usage, le retour des époques. On peut s'attarder sur Jean-Paul Gaultier, qui a également une exposition au Grand Palais. On continue à l'appeler aujourd'hui l'enfant terrible de la mode, alors qu'il n'est ni plus enfant, ni sa mode est si terrible, mais elle a été, enfin, c'était les bustiers iconiques, c'était la robe corsée, c'était la marinière. C'est intéressant, lui-même n'a jamais caché son admiration pour M. Saint-Laurent, mais il y a souvent derrière les robes de M. Gaultier une forme de négatif, de pictogramme qui est vraiment très Saint-Laurent. On peut reconnaître dans les robes Saint-Aubu, les des robes africaines de M. Saint-Laurent. On peut voir en cascade, mais chez tout le monde, je dirais vraiment. Il ne faut jamais se battre à authentifier à coup sûr une création, mais il y a quand même des gestes manifestes. Mais Jean-Paul Gaultier est important dans ce que Saint-Laurent a tracé, c'est-à-dire cette rencontre du populaire, de la rue. Et ils ont fait tous deux, mais je dois le reconnaître, M. Saint-Laurent a eu cette forme de prêt-à-porter avec l'invention de Rive Gauche,
il a eu une forme de grande adhésion de la rue. Tout le monde ne s'est pas habillé en Gautier, tout le monde n'est pas allé s'acheter des vêtements Gautier. Par contre, tout le monde a eu une forme de culture pour s'habiller à la manière de Gautier à une époque. Mais on était déjà dans une autre histoire. Le prêt-à-porter des créateurs n'a pas été le prêt-à-porter des couturiers. C'est-à-dire que ceux-ci, comme Saint-Laurent, comme Sonia Rykiel, ont vraiment eu cette ambition que leur mode soit pour tous. Les créateurs qui vont venir après ont l'ambition d'être reconnus par certains. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes ambitions démocratiques. Et puis une référence peut-être un peu pour Monsieur Saint-Laurent, c'est qu'il a habillé les femmes en hommes, notamment avec le smoking, et Gautier va habiller les hommes en femmes. On va dire un peu ça comme si ça. on doit le reconnaître, ça n'a pas eu le même effet. Je veux dire que c'est peu de... loin de là. Non, mais c'est même étrange, parce qu'une fille habillée en homme, et il y en a beaucoup ce soir d'ailleurs, on pourrait le dire, habillée à la manière, un pantalon, une veste, etc. C'est très sexy, et un homme habillé en femme, c'est un travelot. Donc ça, même s'il n'est pas maquillé, donc ça marche pas. Donc il y a des fois, il faut bien prendre rendez-vous avec ses idées et se dire, bon, je me suis amusé, mais ça a une vie limitée. Par contre, je conseille à tous les hommes de porter une fois une jupe, ne serait-ce qu'un kilt, parce que ça enseigne beaucoup sur la difficulté d'être une femme dans l'époque contemporaine. Quand dans les années 95, où il avait remis ça, moi j'en avais à Marseille. Alors vous imaginez, porter un kilt à Marseille, c'était un peu kamikaze de ma part. Mais c'est épouvantable de porter une jupe. Vraiment, quand on va dans une voiture, il faut faire attention de ne pas coincer le truc. C'est pas un geste, mais c'est une vraie expérience. Je n'avais jamais identifié que c'était difficile de porter une jupe. Il faut faire attention, il faut les mettre... C'est un truc, je trouve que le pantalon, c'est merveilleux. Vraiment. Vous n'avez pas porté de talons hauts? Non. Bah voilà, vous n'avez pas poussé l'expérience jusque-là. Mais ça, même chez les femmes, je vois que c'est difficile. Des fois. Mais c'est très élégant. Donc, on arrive à Laïa, qui est hors du temps et de la mode. On a fait une histoire un peu sommaire. Mais là, oui, vraiment, parce qu'il est 20h, il faut passer. Avant Alaya, il y a des gens très importants, ce sont les Japonais. Les Japonais ont fait entrer vraiment c'est une rupture dans l'histoire de la mode. Vraiment. Et c'est d'ailleurs, à part Yves Saint-Laurent qui a eu ses critiques très violentes pour la collection 71, il n'y a que les créateurs japonais qui ont eu des critiques violentes ensuite. Lorsque Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo sont arrivés dans les années 80, on a parlé d'un péril jaune pour la mode. C'était d'une grande élégance. Vraiment, on s'est demandé si l'industrie textile française, qui était déjà largement mourante, allait pas complètement claquer avec les créateurs japonais qui n'exposaient que du noir, que de l'effiloché, que des trous. C'est des créateurs très importants. Ils ont donné des autres regards sur l'élégance, sur le corps. C'est très important. Leur Yohji Yamamoto a donné une forme de sensualité qu'on ne percevait pas jusque-là. Et Issey Miyake est peut-être le dernier à avoir dimensionné sa mode à la rue. Je veux dire, le pleat-please, que ce soit une caricature ou pas aujourd'hui, c'est un vêtement qui pèse rien, qui se lave facilement, qui sèche en 2 minutes. C'était pas pour répondre à un sujet de mode, mais à un sujet d'usage. Aujourd'hui, je suis sûr que si on interroge tous les créateurs, on leur dit, mais pour quel usage est fait le vêtement, on n'aura aucune réponse. C'est pour l'usage du podium. Ça ne suffit pas. C'est le dernier créateur, sans doute, Issey Miyake, qui s'est posé ces questions. Asdin Alaya, c'est autre chose. Asdin Alaya, il a commencé dans les années 50, même s'il ne veut pas qu'on le dise. Il s'est fait... C'est un territoire à part. C'est un sculpteur qui aurait fait de la mode. Il fait les robes les plus magnifiques. C'est toujours très instruit d'une robe des années 30 ou d'un tailleur des années 50. Il a en effet dans les années 80 sculpté le corps à sa manière. Il a modélisé un petit peu les femmes selon le fantasme qu'il avait d'elles. Il a ceci de particulier, c'est que il ne s'imagine pas lui-même portant ses vêtements. C'est un peu idiot ce que je dis, pas tant que ça. Il y a beaucoup de couturiers, on pense, c'est à l'état de fantasme leur création, les couturiers hommes. Chez Asdin Alaya, c'est jamais lui qui se place dans les vêtements qu'il imagine pour les femmes. Il regarde les femmes. Et souvent d'ailleurs, c'est le sujet de problème. Une fille vient vers Asdin et lui dit « Moi j'aimerais bien cette robe blanche, c'est ça là que je vais vous commander. » D'abord il répond pas, puis après il dit «
Ça va pas être une robe blanche, elle va être noire, elle va être courte, elle va avoir des manches bouffantes. La fille refuse, et en fait, c'est ce qui lui va le mieux. Donc, il est c'est le couturier des clientes, c'est le dernier. C'est le dernier qui sait les faire, qui sait les couper, qui sait réaliser toutes les étapes. Donc, c'est un territoire isolé, c'est un chemin de solitude, mais qui fait sens aujourd'hui. Parce qu'en effet, on peut considérer que beaucoup de créateurs nés de ces années 80, Thierry Mugler a arrêté, Jean-Paul Gaultier a arrêté son prêt-à-porter, les Japonais ne sont pas dans leur plus grande forme de vente. Le seul qui résiste, c'est Alaïa. Vous avez voulu qu'on parle de Véronique Leroy, pourquoi? Parce que c'était dans l'histoire qui est un peu élastique aujourd'hui de ces citations du passé, Véronique Leroy avait été la première à citer les années 80 et qu'elle a dicté, elle avait été formée chez Alaïa, il faut s'en souvenir, et que vraiment il y a eu des collections qu'on ne perçoit plus aujourd'hui, mais dans lesquelles vraiment elle citait beaucoup les années 80, de la même manière que Mugler a été le premier à citer les années 70 par une collection pop qui avait fait scandale, mais mini-scandale, c'est plus comme ce que Saint-Laurent avait vécu. Véronique Leroy avait cité les années 80, et je pense très personnellement qu'Alexander McQueen ne serait pas devenu ce qu'il est s'il n'y avait pas eu un peu le travail, peut-être qu'il ne l'a même pas vu, de Véronique Leroy avant. Et donc, pour boucler la boucle, on ne peut pas ne pas mentionner Eddie Slimane, qui aujourd'hui signe les collections Saint-Laurent. C'est aussi un revival des années 80. Si je peux avoir une parole franche, Eddie Slimane, d'abord c'est ce créateur qu'on a vu apparaître chez Dior, qui a redimensionné la mode masculine, je pense, qui était important, vraiment, il l'a conformé. Il y a eu un bouleversement dans la mode masculine grâce à Eddie Slimane. Tout à coup, même les gens âgés ont eu des costumes plus fités, plus taillés, plus près du corps, alors qu'on ressemblait tous à des représentants de commerce. Vous pensez à Karl Lagerfeld? Non, pas uniquement, mais en fait, il a vraiment une influence. Et puis ensuite, il est arrivé chez Saint-Laurent. Et moi, j'étais assez perplexe vis-à-vis de cette mode, un peu pas identifiable. Je dis pas inidentifiable, mais pas identifiable, avant de comprendre que peut-être c'est un geste pas inintéressant. C'est une face tendue au monde de la mode qui me paraît pas idiote en tout cas. Je trouve que cet usage du vintage, cet usage des années 70 et particulièrement des années 70, ce retour aux fripes, ce retour à... C'est en fait ce que beaucoup de filles font, ce que les jeunes filles font. Et donc ce miroir qu'il tend à ce monde-là de la mode, je le trouve moins faux que ce que j'appelle moi les vases. Quand je vois la montée des marches à Cannes, je trouve que les filles sont habillées comme des vases. Je ne comprends pas qu'elles soient habillées comme des lustres. Je ne comprends pas qu'au XXIe siècle, elles aient encore des robes à pampilles. Je préfère en effet quand même des positions plus réalistes, comme celle de M. Slimane et d'autres, mais elles ne sont pas pléthores. Et d'autres? Quelles autres? C'est très... Je suis plein de contradictions. Moi, j'aime beaucoup... Si on fait de l'extraordinaire, je préfère comme des garçons. Je ne peux pas dire que j'ai une passion pour les couturiers de haute couture aujourd'hui. J'en vois pas. Je ne pourrais même pas vous en dire. Je ne suis pas rempli d'admiration pour Raf Simons chez Dior. Chez Chanel, c'est une autre histoire. C'est une forme de grande entreprise de médiatisation, avec parfois à l'intérieur des belles robes. Il y a un savoir-faire chez Chanel dans les ateliers qui est quand même bien. Alaïa est pour moi celui qui traduit ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut laisser la mode un peu de côté et revenir aux vêtements, un petit peu s'habiller et moins paraître. Mais en haute couture, j'attends toujours que quelqu'un... Il y a une personne qu'on n'a pas évoquée, parce que les créateurs belges ont été importants, mais Martin Margiela a été important dans la manière de mettre une gifle aux autres. J'attends un autre créateur qui mettrait la gifle aux autres. Alors, je vais me taire et c'est à vous pour poser des questions. Je suis quand même confuse qu'on ait été tellement rapidement. On est passé vraiment rapidement sur ces créateurs. Donc, si vous voulez approfondir quelque chose, c'est maintenant. Que pensez-vous de John Galliano, au niveau couture? C'est une forme de virtuosité, John Galliano. C'était bien sûr que c'est... Je pense que chez Dior, ils avaient trouvé leur créateur en Galliano. Que vraiment, ce goût du faste, ce goût immodéré de l'excentricité, c'était vraiment... Ça collait. On sentait bien que M. Arnault était amoureux de son créateur et que lui-même en a abusé.
je laisse les histoires après. Mais ça a aussi eu des effets pervers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tenir une maison sur cet état fantasque de robe du soir ou de robe de jour qui ne se pratique pas. Il faut donc bien soutenir ça par un état de vente, de parfum, de sac, etc. Et ça, je pense que ça aussi, il faut pas aller aussi loin à un moment donné. Il faut toujours tenir un petit peu un état de vente des vêtements pour ne pas être asphyxié soi-même par d'autres industries dominantes. Mais moi, j'ai de l'affection, de l'indulgence, pas pour ce que l'on connaît de lui, mais pour cet état de destruction de John Galliano. Et puis, par contre, je pense que c'est un couturier. Ça, je pense que c'est vraiment un couturier. Et j'étais tard à le reconnaître. J'aimais pas cette vision qu'il avait de la femme, un peu outrancière, un peu travestie, comme ça. Je préfère les Japonais, au fond de moi-même. Je préfère ça. Mais je trouve quand même que lorsqu'on a une robe de Galliano devant, pas ce qu'il fait chez Martin Margiela, je trouve que c'est de trop, c'est à côté de la plaque. C'est une sorte de schizophrénie qui rend service à personne. Mais lorsqu'on a une robe Galliano Dior, elle a une forme de majesté. Ça tombe pas des mains. Mais c'est quand même un usage, vous voyez, limité. Très très limité. Allez-y. Comment voyez-vous la mode dans les prochaines années? La mode dans les prochaines années, monsieur Irma. Moi, je ne sais pas vraiment dire ça. Je me souviens que Irène Silvani a une question comme ça. Elle était 18 ans chez Yohji Yamamoto. Elle a répondu ça, vous savez, dans les années 70, on répondait qu'on allait être habillé comme des cosmonautes. Et donc, ça a été l'inverse. On était habillés comme au 19e presque. Si on s'en réfère d'ailleurs à John Galliano, qui était vraiment, lui, très historicisant. Non, les prochaines années, ce que je vois, moi, je ne suis pas d'accord avec... Il y a beaucoup de gens qui prennent la parole. J'ai vu des articles de Lié Delcor, tout le monde s'offusque du système de la mode. Je trouve qu'en effet, ce serait réjouissant que des créateurs en nom propre rêvent de monter leur maison et ne rêvent pas de prendre les commandes d'une autre maison. Ça serait vertueux, ce serait bien. Et même s'il y en a un qui dit « je vais faire 5 vestes par saison », mais je vais prendre le temps de les faire, ça me réjouirait plus que d'entendre que tel nouveau créateur prend les commandes d'une nouvelle maison pour 2 ans, puis en plus il va changer, puis il va rechanger. Ça, c'est à bout de souffle. En termes stylistiques de vêtements, je trouve qu'il y a une grande permission. Ce dont il faut se réjouir, c'est que n'importe qui peut s'habiller n'importe comment, ça ne gênera pas son ascension sociale. Alors, il faut s'en réjouir, mais il faut aussi parfois le regretter. Être un peu tenu par son vêtement, des fois c'est joli, des fois c'est beau. Moi j'aime bien des fois voir les filles qui s'habillent le soir pour sortir, ça me plaît. Après, très récemment je me disais, tiens, au musée, si un extraterrestre descendait et devait lire comment tout un chacun s'habille, il verrait dans nos collections que des choses de Balenciaga par Nicolas Ghesquière, des choses absolument, bon, c'est un pourcentage de mode, mais c'est pas du tout comme on est habillé. Si on doit donner une vision, du vêtement traditionnel d'aujourd'hui, c'est un pantalon, un t-shirt en forme de T, des choses qui sont très légères, une veste. Je vois que les filles et les garçons ont beaucoup de vestes. Alors ça, je trouve que c'est pas mal. Je me dis que... Ce que je regrette, c'est que par exemple, un homme, nous, quand on a un tailleur, à Marseille, un costume qui vient de chez un tailleur, on ne se pose jamais la question si on va le jeter ou pas, on le garde. Il n'y a pas du tout ce même relation que chez les femmes, et je crois même que chez les gens jeunes, c'est comme ça. Alors que chez la femme, il y a toujours cette histoire qu'une chose doit absolument se démoder. Moi, je trouve que j'ai des costumes pantalons que j'aime bien, que je me mets même à rapiécer, parce que je me dis, tiens, c'est plus chic maintenant d'avoir des accros que d'avoir des choses neuves. Et je trouve ça plus élégant, je trouve comme une pièce de design. On achète un fauteuil de prouvé, il va vieillir, il va s'écailler, mais ça reste un beau fauteuil de prouvé. Alors je pense qu'il y aurait un territoire dans la mode féminine comme ça, à revenir à l'état de tailleur, et qui n'est pas la haute couture non plus. Vous parliez tout à l'heure des créateurs belges. Qu'en est-il de Dries Van Noten, qui publie certaines de ses inspirations dans l'histoire?
J'ai toujours été un peu mal à l'aise, moi, avec Dries Van Noten. J'aime bien, je trouve ça très poétique. C'est injuste de ma part, parce que je m'habille souvent aussi en Dries Van Noten, et puis je suis incapable d'analyser son travail. Alors, je pense qu'il a une forme de réussite, c'est qu'il fait des vêtements qui se portent, qui s'apprécient. Et puis, c'est pas quelqu'un qui a changé le cours de la mode. C'est pas Martin Margiela, par exemple, qui a fait une rupture. Mais peut-être, en tout cas, il a peut-être une réussite commerciale qui est plus importante. Mais je pense qu'en tout cas, j'aime bien ses créations en ce sens que je les trouve douces, que je trouve que c'est un regard sur le monde et puis une invention de lui-même dans un territoire qui est son œuvre. Tous les créateurs qui sont comme lui à travailler un territoire géographique qui leur appartient, ça me plaît. Et même si ça ne me plaît pas, je suis capable d'en dire du bien parce que c'est un territoire. C'est comme un auteur en littérature. Je peux ne pas aimer un style, mais du moment que c'est son territoire, je trouve que c'est... On sait bien que Dries Van Noten fait son travail bien parce qu'il ne pourrait pas faire autre chose. Là où ça se complique, c'est quand on sait que des créateurs font ça pour d'autres raisons. Pour gagner de l'argent, pour ceci, pour cela. Il ne faut pas qu'il y ait que ça. Il est dans la PG. Sans doute quand même. Donc on voit son exposition au musée des Arts Décoratifs. Mais c'est pas un révolutionnaire. Voilà. Eh ben moi j'ai beaucoup d'admiration pour Giorgio Armani. Souvent les gens rigolent quand je dis ça. Mais d'abord parce que je pense que c'est quelqu'un qui a eu une grande adhésion de la rue, dans la mode masculine, particulièrement d'ailleurs. C'est lui, il a vraiment, voilà, dans la mode masculine, il a 20 ans de très bons et loyaux services. Et puis, il fait partie de cette génération de créateurs qui se sont posé la question. Ils voulaient aider la rue à s'habiller. Donc, je ne sais plus très bien ce qu'il fait aujourd'hui et peut-être que ça m'intéresse moins. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une réelle importance dans l'histoire de la mode, sur ce format-là. Allez-y. Vous n'avez pas du tout évoqué Christian Lacroix. Mais non, mais c'est oui, une honte, heureusement qu'il n'est pas là, vraiment. Une honte. Ah ouais. C'est plutôt finalement un costumier. Oui, c'est bien. En fait, ce que je disais de Dries tout à l'heure pourrait s'appliquer aussi à Christian Lacroix. C'est quelqu'un qui a fait du vêtement, que ce soit pour le théâtre ou pour la haute couture, un territoire d'expression. C'est le sien. Alors on peut aimer, moins aimer. Moi j'aimais plutôt bien. Je trouve qu'il manque dans la haute couture. Je trouve que la haute couture me faisait rêver tant qu'il était là, un peu moins depuis qu'il est plus là. C'est devenu une industrie, un peu de propagande, alors que c'était très poétique. Mais c'est bien, on a vu, et c'est d'ailleurs de cela dont la maison a souffert, c'est qu'il n'y a pas eu de transcription réaliste pour que ça devienne vendable. Et ça, voilà, ce que l'on peut dire d'Armani qui voulait que ça se vende. Par exemple, Asdin Alaya, quand il fait une robe, il peut descendre dans la boutique là, il regarde ce qui se vend. Il a une grande forme d'intérêt très commerçante de savoir ce qui se vend, ce qui marche, ce dont les filles ont besoin. Christian Lacroix, je ne l'ai jamais entendu parler de ça. Il rêvait à tout ça. Mais les deux sont nécessaires. Le jour où dans la mode il n'y a qu'une forme réaliste de choses, on se met à regretter là. Mais c'est des territoires un petit peu, plus limités. Mais c'est important. Ouais. Allez-y. Oui, j'aurais plusieurs questions, mais Mais alors, haussez la voix pour que tout le monde entende. plein de questions à poser, mais si on continue dans ce tour des créateurs, je me demandais par rapport à Vivienne Westwood, qui me semble avoir pas mal de citations, en tout cas historiques, mais qui est en même temps complètement pour la rue, puisque c'est certainement d'un mouvement. On a fait une histoire très rapide et raccourcie, mais bien sûr que Vivienne Westwood est importante parce qu'elle est très transgressive. C'est quelqu'un qui a vraiment, dans ces années 80, c'est sûr, avec Alaya, et c'est pas pour rien d'ailleurs, Alaya l'accueillait chez lui pour faire des défilés. Elle était très transgressive. C'est très étonnant comment elle a été elle-même à l'origine d'une mode punk, de choses très cisaillées, tailladées, puis après elle est devenue une forme de couturière du XVIIIe siècle. Voilà quelqu'un qu'on n'a pas su regarder comme il fallait, Vivienne Westwood. Les financiers français auraient dû aller voir Vivienne Westwood et lui confier une maison de haute couture. Elle aurait fait un travail formidable, parce qu'elle est couturière. N'importe quoi. Pas Chanel, c'est pas Chanel. Mais elle aurait pu faire du Dior. Je veux dire, Galliano,
Et pas Galliano sans Vivienne Westwood. C'est la grand-mère de tous les couturiers anglais. Elle est vraiment très très importante. Et puis elle a un art du tailleur anglais, vraiment. Est-ce que vous pensez que l'absence de nouveaux courants littéraires va de pair avec l'absence de grands couturiers? Je réfléchis, hein, j'ai pas une réponse à tout. Hein. Non, par contre, je pense, après peut-être qu'en parlant, on va trouver une solution, mais je pense qu'on est dans une époque de surproduction. Et souvent, je pensais que la mode était la seule victime de ça. Or, c'est pas le cas. Il y a 8 nouveaux films mauvais par semaine, un bien par tous les 3 mois. Il y a des livres. J'ai participé à un prix littéraire pour le vérifier. J'ai lu un nombre de livres, mais vraiment écrits en 15 jours. Vraiment, je ne pensais pas qu'on pouvait même écrire ça, le publier, s'autoriser de le publier, des choses ignobles, immondes, sur pas de sujet. Vraiment, il y a une absence de sujet. Il y a une surproduction. C'est en cela que je trouve qu'il y a vraiment une accélération des phénomènes de création. Tout est créatif, mais il y a très peu de vrais créateurs. C'est vrai pour la littérature, pour le cinéma, pour l'art. Je trouve que l'art est devenu une industrie plus à la mode que la mode presque. Les biennales ressemblent à des fashion week. On me disait que Rihanna était à la biennale de Venise et je pensais qu'on me parlait du défilé des CDG. Mais qu'est-ce que c'est que cette grande schizophrénie? Après, je pense qu'en effet, ça m'intéresse. On se pose beaucoup de questions en ce moment parce qu'on veut accueillir, par exemple, à Galliera en septembre, des créateurs qu'on inviterait, on produirait une silhouette qu'ils présenteraient pendant une semaine pour tous les publics. Parce que je trouvais absurde, par exemple, un défilé durait 2 heures dans les années 50, 40 minutes dans les années 80, 7 minutes aujourd'hui. 7 ou 11 minutes quand ils sont généreux. Donc il y a une peau de chagrin. Donc on voulait penser à ça. Et avec mon assistante, on se disait, on va regarder les créateurs qu'on aime, les nouveaux, et on ne trouve pas. Et vraiment, c'est pas parce que c'est pas si différent. C'est pas, personne ne s'autorise de gifler quelque chose en ce moment. Je veux dire, le dernier peut-être en effet était Martin Margiela, et j'attends un peu. Alors littérature, je suis pas assez au fait. Mais je vois bien en effet qu'il y a beaucoup de gens qui font en se regardant faire. Je sais pas, on me parlait beaucoup d'Éric Reynard, j'ai lu le livre, j'ai trouvé que c'était un maniérisme absolu. Ah là là. C'est pas Non, c'est vrai, pardon. Donc, bon, pardon de l'identifier lui comme un syndrome, mais je pense qu'il y a beaucoup de maniérisme. Il y en a très peu qui se posent des questions. Est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, on aurait tout dit? Un peu. Mais on s'est posé la question souvent, à différentes époques. Souvent. Mais par en exemple, mode, vous dites, pardonnez-moi parce que je n'ai pas entendu pour les autres, on aurait tout dit dans la mode? En fait, on a tellement autorisé de choses dans la mode que qu'est-ce qui peut faire scandale? J'ai une maison à Arles et je vais faire mes courses dans un centre commercial. À la caisse, il y a toujours une personne très sympathique qui a les cheveux rouges, qui est percée, qui a un truc là et qui est tatouée. Je dis ça à une époque, à la banque aussi par exemple. Je ne suis pas rétrograde, moi tout le monde peut faire ça, mais qu'est-ce qu'on peut inventer qui va être plus choquant que des cheveux rouges, une pierre dans le nez et des tatouages? Je m'interroge, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, et d'un autre côté, il y a aussi la chirurgie plastique, on n'a pas parlé de ça, mais qui a autorisé, avec beaucoup de drame, tout le monde à revisiter son corps. Parfois pour le bien-être et parfois pour l'inconvenance du regard. Je veux dire que vraiment, les personnes se sont achetées des bouches comme elles s'achetaient des robes. Donc je vois plus ce qui pourrait être choquant. Or, cette dimension souterraine de la provocation, il faut qu'elle existe en mode pour que tout à coup elle active le désir. Oui, mais peut-être aussi qu'on en a moins besoin qu'avant. Moi aussi, je pense. D'abord, je pense que par ailleurs, moi je vois dans la rue quand même beaucoup de filles et de garçons, je les trouve jolies. Je les trouve jolies, habillées, que ce soit H&M, en débrouille et tout. Puis on a des jeunes filles en stage ou ailleurs et tout. Chaque fois que je leur demande d'où viennent ces vêtements, elles me disent c'est Cos. Il y a mieux que ce qu'on voit chez les créateurs et tout. Donc, on en a moins besoin.
Je pense qu'un créateur aujourd'hui qui se dirait, tiens, moi j'ai un enjeu, je vais faire du vêtement. Moi j'irais chez Zara travailler, par exemple. Je dis, bon, allez, autant aller dans la gueule du loup, mais autant y aller. Vraiment. Parce que peut-être la rue est créative aujourd'hui. Oui. Et puis, elle s'autorise tout. Il n'y a pas de regard, vraiment. Je pense que nous-mêmes, on a beaucoup évolué là-dessus. Plus jamais, je m'autorise à dire que quelqu'un est mal habillé. Ça ne m'arrive pas. Ça ne veut plus rien dire. On est tous ou mieux habillés ou plus mal. Non, mais de toute manière, M. Berger, qui était à votre place il y a 2 mois, a dit l'avenir de la mode, c'est effectivement Zara, c'est H&M, c'est... Moi, je crois qu'il faut s'en réjouir, parce que c'est d'abord des prix très démocratiques. On ne parle pas de ça, de cette histoire de la mode, mais un vêtement Prada, une robe Prada, c'est combien C'est 2000 €. C'est cher, c'est très cher. Donc, c'est bien plus. Oui, parce que vous avez eu une phrase merveilleuse un jour, vous avez dit ces vêtements sont une caresse pour les filles. Je me suis dit, mais tout le monde aurait adoré à 5000 € se faire caresser par un homme d'ailleurs. Et en plus persuader son mari de payer la caresse. Mais oui. Mais... Encore une question, allez-y. Vous avez parlé de l'emprunt au passé, donc au niveau des vêtements, et vous ne pensez pas que c'est la même chose aussi, même dans les campagnes publicitaires des créateurs de mode? Je pense par exemple, moi ce qui m'a beaucoup étonné, c'est les campagnes publicitaires de Dolce & Gabbana pour l'été, qui sont pour moi des copier-coller, des campagnes de Marquis et Miucci dans les années carrément 56. Ça, en plus, sur le monde de l'image, il y a une telle accélération dont on parlait tout à l'heure, il y a tellement de collections qu'on voit bien que les gens travaillent à partir de l'image pour faire de nouvelles images. Donc fatalement, ils sont piégés par ce qui a existé. Je suis surpris, par exemple, il y a très peu de créateurs de mode qui demandent à voir les archives du musée Galliera. Ça leur est grand ouvert, ils peuvent venir quand ils veulent, prendre rendez-vous. Mais en fait, ils n'aiment pas tellement voir les vêtements. Les studios sont perdus à voir les vêtements. Ils veulent bien voir des images, et voir les vêtements, c'est pas tellement leur goût. Ou alors ils vont les louer, les décortiquer un peu comme ça, sommairement, mais il n'y a pas un grand passionné de la coupe qui va s'y intéresser. Donc sur ce recyclage des images, je pense qu'il n'est pas qu'en mode, il est assez générique à tout ce qui est cette invasion. Mais curieusement, je trouve pas que c'est la mode qui, alors là, pour le coup, est le plus historiciste dans les images. Mais je trouve que cette surproduction nous donne une espèce de brouillard sur tout ce qui se passe, fatalement qu'ils font tous ce qui a déjà été fait. Et pour revenir à la question d'avant, je pense qu'en effet, on a moins besoin de s'habiller. On aime bien voir des créations très fortes, mais et c'est ça une forme d'échec de la mode, c'est que on n'a plus besoin de se savoir dedans pour l'apprécier. Oui, on se sent moins concerné. Donc on a la relation à la mode comme on a la relation à l'art, presque. Alors on resterait avec Olivier Saillard, mais toute la nuit, le jour, la nuit, le jour, etc. Mais toutes bonnes choses ont une fin. Avant de lui faire une ovation, je vous donne rendez-vous le 30 juin. On sera avec Dominique Missika, qui est écrivain et éditrice et qui va nous parler des femmes dans la guerre. Donc les femmes en 40, c'est toujours à 19h et ici même. Et alors une grande ovation pour Olivier Saillard.